Bonjour, j'aborde la deuxième partie du cours du management général, mais avant de traiter cette deuxième partie, j'aimerais bien faire un petit rappel de ce qu'on a vu au niveau de la première partie. Ce qu'on a vu au niveau de la première partie concerne essentiellement l'environnement de l'entreprise. J'ai parlé des principales caractéristiques de cet environnement, montée de la concurrence, nouvelles technologies d'information et de communication, développement des besoins et de nouvelles attentes des clients, développement de nouveaux besoins et de nouvelles attentes du personnel des entreprises. Donc tout ça a fait que les modes de management ont changé. Autrement dit, pour un contexte déterminé, il y a des formes de management particulières. C'est ça l'idée essentielle sur laquelle j'ai bâti le plan de ce cours. Alors, j'ai parlé des nouvelles pratiques managériales tout en essayant de les expliquer par une approche psychologique et une approche sociologique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les pratiques managériales qui sont en cours actuellement peuvent être expliquées par des sociologues, par des psychologues, etc. Ça, c'était la première partie. Donc, axé sur une idée principale qu'il faut retenir, c'est que le management change pour s'adapter aux nouvelles conditions de l'entreprise et des organisations en général. C'est ça l'idée essentielle. Maintenant, dans la deuxième partie, on va s'intéresser aux outils du management. Ça veut dire les outils du management, ça veut dire les instruments, les procédures, les techniques par lesquelles on exerce un mode de management particulier. C'est-à-dire que la théorie, elle explique la réalité. L'approche sociologique, par exemple, elle explique le comportement du groupe au travail. La psychologie, elle explique les besoins, elle explique les motivations. Maintenant, le management essaie, à partir de ces principes, à partir des résultats de ces études-là, de développer des outils, de développer des techniques et les mettre en pratique. C'est ça le management moderne. Il y a plusieurs outils, il y a plusieurs techniques pour piloter l'action collective au sein des entreprises. Donc ces outils, ces techniques sont basés sur des principes tels que par exemple la motivation, la participation, l'enrichissement des tâches, l'autocontrôle, tout ce qu'on a vu avec les auteurs qui se sont intéressés à ce domaine-là. Et je prends McGregor par exemple, ce qu'on a vu dans la première partie, il prend, il insiste sur l'importance de l'autocontrôle. Autrement dit, que puisque l'environnement a changé, puisqu'il n'est plus possible de gérer des entreprises comme on gère une organisation scientifique du travail, où le contrôle était un contrôle direct, donc puisque c'est impossible de continuer dans cette voie, il faut développer l'autocontrôle. Le management maintenant va développer des instruments, va développer des mesures pour mettre en pratique cette exigence de l'autocontrôle.
Alors il y a plusieurs outils, il y a plusieurs mécanismes, mais pour résumer le cours et pour aller directement à l'essentiel, je vais m'intéresser à deux outils qui sont les plus importants. Tout d'abord, il y a la direction par objectif ou le management par objectif et le toyotisme. Donc là, ce sont deux outils importants qu'on va traiter dans cette deuxième partie. Commençons tout d'abord par la direction par objectif, ce qu'on appelle DPO, ou bien DPPO, direction participative par objectif, donc la même signification. C'est quoi la direction par objectif? Il consiste tout simplement à transformer les objectifs globaux de l'organisation en objectifs opérationnels qui sont répartis tout au long de la ligne hiérarchique. Ça veut dire comment transformer des objectifs stratégiques dessinés par la direction générale en des objectifs opérationnels pris en charge par les niveaux inférieurs. On va voir ça dans un schéma. Donc nous avons là la direction générale. Donc c'est elle qui décide des objectifs globaux de l'entreprise. Donc il dessine la voie vers laquelle l'entreprise va se diriger. Ces objectifs-là vont se traduire par d'autres objectifs pour des niveaux inférieurs, par exemple pour les direction financière, direction production, direction commerciale, vont traduire les objectifs globaux de l'entreprise en des objectifs opérationnels, et ces objectifs-là vont être assignés, ça veut dire attribués à d'autres niveaux inférieurs tels que les services techniques, services entretien en ce qui concerne la direction production par exemple. Et à la base, ce sont des techniciens, ce sont des opérateurs qui vont prendre en charge les objectifs sous forme d'objectifs individuels. Je prends par exemple un objectif général de la direction qui est l'augmentation de la part de marché. Ça veut dire la direction générale a décidé d'ici à court terme, d'ici 2 années, 3 années, il faut que la part de marché de l'entreprise augmente de 10%, de 20%. Là, c'est un objectif global, c'est un objectif stratégique dessiné par la direction générale. Alors cet objectif-là va être divisé en plusieurs sous-objectifs et qui seront pris en charge par les directions de l'entreprise. Par exemple, la direction, la direction production doit traduire cet objectif d'augmentation de la part de marché en des objectifs qui concernent la direction de production. Sachant bien que la direction financière, elle aussi, va prendre en charge cet objectif global et la direction commerciale va, elle aussi, prendre sa part dans la réalisation de cet objectif global. Donc, pour la direction production, ça va être, par exemple, l'investissement en matériel de production. Ça va être l'augmentation de la productivité des machines. Ça peut être aussi la rentabilité de ces machines, etc. Cet objectif-là, pour la direction de production, va lui aussi être transmis au service et subdivisé en des objectifs qui concernent chaque service particulier. Par exemple, cet objectif de l'augmentation de la part de marché, qui est un objectif global, va être traduit au niveau de la direction de production par l'augmentation de la productivité des machines, qui va être aussi pris en charge par les services techniques, services entretien, par des objectifs plus opérationnels. Autrement, on peut parler par exemple de l'augmentation du temps d'utilisation des machines,
pour augmenter leur productivité. Pour le service entretien, donc on peut développer des techniques, je dirais l'entretien préventif, donc que les machines ne tombent pas en panne assez souvent, etc. Et par la suite, ces objectifs des services seront définis sous forme d'objectifs individuels pour les techniciens. Donc les techniciens doivent faire plus d'efforts pour entretenir les machines, doivent faire plus d'efforts pour augmenter la productivité, etc. Si besoin il y en a, il faut faire des recrutements de nouveaux techniciens, il faut faire la formation d'autres, etc. Voilà, donc on part d'un objectif général qui est l'augmentation de part de marché, qui est un objectif de la direction générale et qui sera subdivisé en des sous-objectifs qui seront pris en charge par les niveaux inférieurs. Donc le management par objectif ou la direction par objectif consiste à transformer les objectifs de la direction générale en des objectifs opérationnels tout au long de la ligne hiérarchique. Ça, on est dans une approche descendante, ça veut dire une approche qui descend de haut en bas. Mais dans la direction par objectif, on peut assister à des cas où les objectifs sont définis de la base et remontent vers le sommet. Donc on est dans une approche ascendante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on permet à des techniciens, à des opérateurs de définir des objectifs qui leur semblent réalisables, qui leur permettent de réaliser leurs attentes. Ce sont des objectifs qui les motivent. Un technicien, par exemple, qui vient vous dire, voilà, pour cette machine, moi, j'ai la capacité d'augmenter sa productivité. Il suffit de la faire fonctionner de telle ou telle manière. Donc là, c'est un objectif individuel. Si le management, par exemple, si les niveaux hiérarchiques supérieurs voient dans cet objectif individuel une certaine contribution à la réalisation de l'objectif général de l'entreprise, il sera accepté. Donc, de la base, on peut remonter vers le sommet si les objectifs de la base rejoignent l'objectif général de l'entreprise. Donc, dans la direction par objectif, il y a deux démarches. Une démarche descendante, ça veut dire qui descend de haut en bas, ça veut dire des objectifs qui sont définis par la direction générale, traduits en objectifs pour un niveau inférieur, traduit aussi par des objectifs au niveau subalterne, au niveau des services, jusqu'à la base. Et on peut assister aussi à une approche ascendante, ça veut dire c'est la base, ce sont les opérateurs qui définissent des objectifs et qui remontent vers les services, vers les départements ou les directions et vers la direction générale. C'est une approche qui met en avant la motivation au travail. Donc, si un opérateur n'est pas motivé par un objectif, donc il y a de fortes chances que cet objectif ne soit pas réalisé. Il faut que les opérateurs s'impliquent et c'est comme ça qu'on assiste dans le cadre de la direction par objectif au développement des techniques de management comme par exemple les cercles de qualité, le travail en groupe, etc. Donc ce sont des opérateurs volontaires qui se définissent des objectifs et essayent de les réaliser. Pourquoi? Parce qu'ils trouvent leur motivation. Alors, voyons maintenant sur le plan fondamental que ce management, en réalité, c'est quoi? En réalité, c'est qu'on essaye de développer l'autocontrôle. Donc, on n'est plus dans un contexte où la direction définit des objectifs et surveille leur réalisation d'une manière directe. On est là dans un contexte où la direction définit des objectifs et essaye d'intégrer l'ensemble des composants de l'entreprise pour la réalisation de ces objectifs-là.
Le contrôle, ça devient quoi? Ça devient l'autocontrôle. Donc, je ne contrôle plus la personne, ce qu'elle fait, mais je lui définis des objectifs et on va évaluer par la suite selon le degré de réalisation de ces objectifs-là. C'est un management qui est diamétralement opposé au management traditionnel, donc il est c'est tout à fait le contraire, c'est tout à fait à l'opposé du management traditionnel. Et elle présuppose que les collaborateurs ne considèrent plus leur travail comme étant une somme de tâches à effectuer. Donc un opérateur, dans ce cadre du management par objectif, ne doit pas considérer son travail comme étant des tâches à effectuer, mais comme un besoin d'atteindre un objectif de leur poste de travail. Donc on est dans une autre démarche, on est dans une autre perspective. Donc l'opérateur dans ce mode de management, c'est pas quelqu'un qui est spécialisé et sait faire une tâche, mais c'est quelqu'un qui va contribuer à la réalisation d'un objectif. Donc, forcément, elle doit être motivée, elle doit être prédisposée, ça veut dire impliquée pour la réalisation de l'objectif tracé. Maintenant, voyons comment peut-on définir des objectifs. Donc, parce qu'il y a quand même un problème au niveau de la définition des objectifs. Il faut que les objectifs suivent une certaine démarche et suivent une certaine méthodologie pour qu'ils soient des objectifs à la mesure, à la mesure des possibilités de l'entreprise et de ses ressources humaines. Un objectif doit répondre à 5 caractéristiques. Ces caractéristiques-là sont regroupées dans le terme SMART, S-M-A-R-T. Chaque lettre de ce mot-là désigne une caractéristique de l'objectif. Ça veut dire, la lettre S signifie que l'objectif doit être spécifique. Ça veut dire spécifique, ça veut dire tout simplement qu'il doit être précis et personnalisé. Donc pour chaque opérateur, pour chaque niveau, on doit définir un objectif spécifique. Ça veut dire, reprenons l'exemple de la définition, l'exemple d'un objectif global d'augmentation de part de marché. Pour la direction commerciale, l'augmentation de la part de marché doit signifier précisément l'augmentation des clients. L'augmentation des clients. Alors, pour l'augmentation des clients, la direction commerciale doit définir un plan marketing, une action commerciale. Ce plan marketing et cette action commerciale va être prise en charge, disons, pour schématiser, par 2 services différents. Service au département marketing et études de marché et département et un autre département action commerciale, publicité, etc. Mais pour un niveau inférieur, parlons par exemple d'un commercial, cet objectif général doit être aussi spécifique et personnalisé. Ça veut dire on va demander d'un commercial d'augmenter son portefeuille de clients de tant pour cent. Donc pour vous, selon vos capacités, il est possible d'augmenter votre carnet d'adresses de 20%. Et ainsi de suite. Donc de telle manière que ce commercial-là
puisse planifier son action, demander les ressources, négocier les ressources avec ses supérieurs et les responsabiliser selon un objectif précis. Il ne faut pas que l'objectif soit général, donc on ne va pas venir dire à un commercial que l'entreprise veut augmenter d'ici de 2 à 3 années sa part de marché de 10%. Débrouillez-vous. Non, il faut lui préciser qu'est-ce qu'on demande de lui à titre personnel. Et selon ses capacités, et tout ça c'est négocié, et donc on définit des objectifs et on s'engage sur la réalisation. C'est ça, la première lettre du mot SMART, c'est que l'objectif doit être spécifique, ça veut dire précis et personnalisé et à chaque niveau. Deuxième lettre, c'est la lettre M, qui signifie tout simplement que l'objectif doit être mesurable. Ça veut dire mesurable, ça veut dire qu'il est quantifiable par des indicateurs et des mesures. Donc il ne suffit pas que l'objectif soit tracé et on essaye de le réaliser. Mais il faut que pour pouvoir l'évaluer, pour pouvoir évaluer le degré de sa réalisation, il faut qu'il soit quantifiable. Ça veut dire il y a des indicateurs et il y a des mesures. Pour notre commercial, c'est simple à définir des mesures. Donc, c'est le nombre de clients nouveaux, c'est le nombre de distributeurs qu'il a recrutés, etc. Donc, l'objectif doit être mesurable. Troisième lettre de ce mot SMART, de cette méthodologie de définir les besoins, c'est que l'objectif doit être ambitieux. Ça veut dire ambitieux, c'est tout simplement, elle doit motiver la personne concernée. La personne concernée, notre commercial dans l'exemple, doit être motivé par la réalisation de cet objectif. Donc, là on voit que sa tâche, ce n'est plus d'aller contacter les clients ou bien les distributeurs, mais sa tâche, elle est devenue dans le management par objectif, de réaliser un objectif. Il est motivé. Il faut que l'objectif soit ambitieux. Ça veut dire le commercial doit être impliqué dans sa réalisation. Motivé par quoi? Alors là, ce qu'on a vu au niveau de la première partie, tout ce qui motive une personne. Ça peut être l'argent, ça peut être l'avancement, ça peut être la réalisation de soi, etc., etc. Donc, pour chacun, on va essayer de trouver quels sont les facteurs qui les motivent et on va lui définir des objectifs de telle manière qu'il réalise cet objectif-là, cette motivation-là. Donc, l'objectif doit être spécifique, ça veut dire personnalisé. On définit à la personne ce qu'elle doit faire. Mesurable, ça veut dire qu'on peut le quantifier, qu'il y a des indicateurs de mesure pour dire que voilà, l'objectif a été réalisé à 90%, à 99%, à 100%, on a dépassé l'objectif selon des indicateurs de mesure. Il doit être ambitieux, ça veut dire que la personne qui va prendre en charge la réalisation de cet objectif doit y trouver une certaine motivation. Et doit être réaliste, ça veut dire la lettre R, c'est que l'objectif doit être réaliste. Ça veut dire réaliste, tout simplement, il doit être faisable. Ça veut dire abordable, réalisable. Donc, il ne faut pas définir des objectifs pour les opérateurs qui sont impossibles à réaliser. Alors là, on n'est pas dans le management par objectif, mais on est dans une autre logique. Si par exemple, je définis à mon commercial la réalisation d'une augmentation de 50% par rapport à ce qu'elle réalise actuellement, alors là, j'essaie de lui montrer son degré d'incompétence. J'essaie par cet objectif de lui dire, voilà, vous êtes quelqu'un qui ne veut pas travailler, etc. Parce que je sais à l'avance que cet objectif est un objectif qui n'est pas réalisable, qui n'est pas réaliste. Donc il faut
que l'objectif soit un objectif réaliste. Ça veut dire faisable, ça veut dire réalisable, ça veut dire abordable, à la portée, qui correspond aux capacités de la personne, etc. En dernier lieu, il y a la lettre T qui signifie tout simplement que l'objectif doit être temporel. Ça veut dire qu'il y a cette notion de temps, il y a cette notion d'un temps déterminé. Donc je définis un objectif pour 3 mois, pour 6 mois, pour une année, pour 2 années, etc. Donc il y a un terme temporel, ça veut dire qu'il y a un terme pour la réalisation de cet objectif-là. Alors ce sont là les 5 caractéristiques principales qui définissent un peu un objectif pris en charge dans le cadre du management par objectif. Donc SMART, c'est la méthodologie qui permet de définir un objectif pour les opérateurs dans le cadre de la direction par objectif. Maintenant, ce qu'on peut dire au niveau de la direction par objectif, c'est ce qu'il permet la responsabilisation des employés. Donc, l'employé dans ce cas-là, ils se sentent responsabilisés et il a une responsabilité, non pas de faire une tâche spécifique, mais de réaliser un objectif. Donc, on n'est plus dans le contrôle direct, mais on est dans l'autocontrôle. Donc, il y a un objectif à atteindre, il y a un but à atteindre, et c'est l'opérateur, et c'est la personne qui s'engage à réaliser cet objectif. Donc pas besoin de le contrôler, mais il y a besoin de le motiver, de le sensibiliser, de l'aider parfois à réaliser l'objectif défini avec ses supérieurs et avec la direction de l'entreprise. Ça d'une part. D'autre part, il permet l'efficacité de l'entreprise dans l'atteinte de ces objectifs-là. Donc, c'est un management qui a démontré toute son efficacité, donc c'est efficace. Au lieu de travailler d'une manière, je dirais, traditionnelle, il vaut mieux définir des objectifs et on est sûr de leur réalisation. Si ce n'est pas à 100%, donc du moins à un degré appréciable, mais quand même on sait quels sont les obstacles, on sait quelles sont les difficultés qu'il faut surmonter pour réaliser l'objectif à 100%. Donc là, on est dans un management efficace, donc c'est l'efficacité de l'entreprise. Il permet aussi la direction par objectif, il permet aussi la décentralisation. Donc là, c'est un concept qu'on a vu chez l'école des relations humaines. Donc le management moderne, il faut décentraliser la prise de décision. Alors là, le management par objectif, il permet cette décentralisation, il permet la responsabilisation et il permet l'efficacité. Donc ce n'est plus la direction générale qui prend elle seule les décisions et elle essaye de les faire appliquer à tout le monde, mais on permet aux gens de proposer des objectifs qui seront pris en compte s'ils rejoignent l'objectif global de l'entreprise. Donc là, il y a une forme de décentralisation de la prise de décision au sein des entreprises. Toutefois, donc ayant toujours cette vision critique que j'ai essayé de donner aux étudiants là, universitaires, toutefois ce type de management là, il a un impact négatif sur les conditions du travail et notamment le stress, la démotivation. Lorsqu'on exige des employés la réalisation d'objectifs de plus en plus importants. Là, on a vu ça dans une série de travaux dans les sciences de TD, où il était question de traiter des cas qu'on a présentés et qui montrent effectivement ce côté négatif du management par objectif. Parce que les contraintes de l'environnement font que l'entreprise ne doit pas se contenter d'un certain degré de performance et d'efficacité,
mais ces conditions, elles font que l'entreprise doit être en permanence au niveau de la concurrence, en permanence au niveau de la rentabilité exigée par les actionnaires, en permanence au niveau des contraintes de la compétition internationale, etc. Alors là, il faut plus, on n'est plus dans la démarche de définir un objectif. Si on arrive à le réaliser, tant mieux, et on va continuer sur la même tendance. Non, il faut toujours se surpasser, se dépasser et réaliser, entrer dans une logique d'excellence. Alors là, c'est l'excellence, donc il faut toujours des niveaux de plus en plus importants de réalisation des objectifs. Mais les gens au sein des entreprises, parfois, ils ne sont pas capables de suivre cette logique-là, et sur le plan santé, ça se traduit par le stress, par le rythme effréné du travail, par des maladies psychosomatiques, etc., etc. Là, c'est le côté un peu négatif du management par objectif, et ce qu'on a essayé de détailler dans les séances de travaux dirigés, que j'ai nommé séances de travaux dirigés. Reste un deuxième point, un deuxième outil du management moderne, c'est ce qu'on appelle le toyotisme. Donc, le mot, il fait référence à l'entreprise japonaise Toyota, et il désigne une méthode d'organisation du travail et du management des hommes qui a été élaborée dans les années 60 par l'ingénieur japonais Taishi Ohno et qui est mise en place au sein de l'entreprise Toyota en premier lieu, et maintenant la démarche elle est mondialisée, elle est généralisée à toutes les autres entreprises et dans tous les secteurs. Le toyotisme, donc c'est une démarche qui se base essentiellement sur la lutte contre les gaspillages et la réduction du coût. Parce que l'industrie japonaise, à un certain moment, s'est confrontée à des industries plus anciennes qui étaient déjà dans le marché. Pensons à la voiture, par exemple. Les Japonais ne sont pas aussi anciens que les Américains sur le marché de l'automobile. Donc, il fallait trouver des méthodes d'organisation qui vont permettre aux entreprises japonaises de prendre une part dans le marché et assez rapidement. Donc, il y avait deux méthodes. Soit on se contente, donc le prix, revenons par exemple au prix d'une marchandise, d'un produit, d'une voiture. Donc le prix, il est défini par le marché. Les composantes du prix, il y a les coûts et il y a la rentabilité. Autrement dit, j'ai un niveau de prix que je ne peux pas changer parce qu'il y a la concurrence, et une concurrence qui est ancienne dans le marché. J'ai un seuil de rentabilité à réaliser pour continuer à exister dans le marché. Qu'est-ce qui reste? Il reste à réduire les coûts. Mais les coûts, est-ce qu'on peut les réduire d'une manière, c'est-à-dire très importante? Est-ce qu'on peut les réduire? Il y a des coûts sur lesquels on ne peut pas agir. Les coûts fixes, par exemple. Une entreprise dans le secteur de l'automobile a des coûts fixes. Des coûts fixes qui peuvent être similaires à la concurrence. Maintenant, l'idée de ce mode de management, c'est d'essayer au maximum de réduire les coûts, mais pas tout simplement les coûts fixes. Alors, on va agir sur les gaspillages. Les gaspillages, et c'est de là qu'on a développé la méthode des 5-0, ça veut dire zéro stock. Il est possible de réduire les stocks. Et il est possible de réduire les défauts, parce que les défauts de fabrication, ce sont des coûts. Une marchandise, par exemple, qui a déjà entamé le processus de production, si à un certain niveau de ce processus de production, il s'est avéré que cette marchandise elle est défectueuse. Défectueuse, ça veut dire qu'elle ne respecte pas les normes.
une pièce, par exemple, dans la voiture là, qui ne respecte pas les dimensions nécessaires. Donc c'est une pièce défectueuse. Mais cette pièce-là, c'est un ensemble de coûts. Donc c'est la matière première, c'est la transformation de la matière première, ce sont des charges directes, ce sont des charges indirectes, donc ce sont des travailleurs qui ont travaillé sur cette machine un certain nombre de temps, ce sont des machines qui ont fabriqué cette pièce-là pendant un certain temps, et tout ça, ce sont un ensemble de coûts. Et finalement, cette machine-là, cette pièce-là, elle est défectueuse. Ça veut dire qu'on ne peut pas l'utiliser, elle est à déclasser, elle est à mettre au rebut. Alors, si j'arrive maintenant à réduire ce défaut-là, si j'arrive au zéro défaut, donc forcément, je vais arriver à réduire les coûts. Zéro papier, par exemple. Zéro papier, c'est pas papier, mais tout ce qui est administration, tout ce qui est perte de temps, pour la validation d'une production, par exemple, il faut un certain nombre de signatures, il faut que le magasinier signe un bon de sortie de la marchandise, il faut que son supérieur soit d'accord, et ainsi de suite. Il faut, avant d'entamer la production, il faut l'aval, par exemple, du service de production, et ainsi de suite. Donc là, c'est toute une procédure administrative qui va se traduire par des coûts latents. Donc, zéro papier, ça veut dire qu'il faut trouver des méthodes où la production ne soit pas dépendante de la lenteur administrative, disons. Zéro panne. Donc agir sur les pannes de telle manière qu'il n'y ait plus de panne. L'arrêt d'une machine, c'est l'arrêt de la production, ce sont des coûts supplémentaires. Zéro délai. Délai, ça veut dire qu'entre deux postes de travail, il n'y a pas de délai d'attente, parce que, alors là, le délai, c'est aussi des coûts. Et pour la livraison d'un client, il ne faut pas qu'il y ait un délai. Ça aussi, ce sont des coûts, et ainsi de suite. Donc, tout le processus de production, de la fourniture des matières premières jusqu'au client final, il faut appliquer cette méthode de 5-0. Ça veut dire qu'il n'y a pas de stock, zéro défaut, zéro papier, zéro panne et zéro délai. Si on arrive à appliquer cette démarche au sein d'une entreprise, ça veut dire qu'on va réduire énormément les coûts de production et par là même la rentabilité sera très importante. Ces entreprises qui appliquent ça vont aller plus loin, donc ils ne vont pas s'accaparer tout le bénéfice pour le seul compte de l'entreprise, mais ils vont partager ce qu'on appelle cette valeur ajoutée avec le client. Ça va se traduire par quoi? Ça va se traduire par une diminution du prix de vente. Donc, j'ai des coûts qui ne sont pas aussi importants que la concurrence, j'ai une rentabilité aussi importante que celle de la concurrence, donc je peux agir sur la diminution des prix de vente. Je diminue le prix et c'est comme ça que je vais accaparer une grande part de marché. Parce que j'aurai un produit fini, ça veut dire qui ne présente pas de défaut, il est de très bonne qualité à ce niveau-là. J'ai un prix de vente qui est moins important que celui de la concurrence et j'ai une rentabilité qui est aussi importante que celle de la concurrence. Donc je suis là dans la bonne voie et c'est cette voie-là qui permet aux entreprises japonaises d'aller vers la conquête du marché mondial. Et ça montre un peu, ce sont les premières entreprises qui donnent des garanties à 3 ans, à 5 ans, comme quoi le produit il est intact, etc. Ce mode de management-là, pour bien le saisir, on peut le schématiser sur 3 dessins. Premièrement, là, nous avons un petit bateau qui navigue sur un fond où il y a beaucoup d'obstacles, donc il y a des cailloux, il y a des plantes, des algues, etc.
Mais ça marche. Le bateau il marche, donc il n'y a aucun problème. Apparemment, il n'y a aucun problème puisque ça roule. Donc ça roule, ça marche, il n'y a aucun problème. Mais à quel prix? C'est ça la question. À quel prix? Si maintenant on peut symboliser avec le niveau de l'eau, c'est le niveau du coût. Donc ça marche, oui, mais avec des coûts qui sont très importants. Donc la philosophie du toyotisme, c'est quoi? C'est marcher, oui, mais sans obstacle. Ça veut dire, je vais diminuer le niveau de l'activité pour voir un peu qu'est-ce qu'il y a comme coûts cachés. Parce que dans le premier schéma là, ces coûts ils sont cachés. Donc les gens sur le bateau là, le management de l'entreprise, il voit rien, il est intéressé par la marche de l'activité. Donc ça marche, tant que le bateau marche, donc ça marche. Mais il y a des obstacles, il y a des coûts, mais qui sont des coûts cachés. Mais comment agir sur ces coûts cachés? Il faut diminuer le niveau de l'activité. Lorsque je diminue le niveau de l'activité, donc deuxième schéma là, le bateau il risque de se bloquer. Parce qu'effectivement, il y a des obstacles sur lesquels il faut agir. J'élimine les obstacles, donc j'agis sur tous les centres de coûts cachés. Stock par exemple. Un stock c'est un coût caché. Donc, et le stock, ça sert à quoi? Il sert à sécuriser la production de l'entreprise. Donc, tant qu'il y a des stocks à tous les niveaux, stock de matières premières, même si j'ai un fournisseur défaillant, même si j'ai beaucoup de problèmes avec l'approvisionnement, tant que j'ai un stock important, les choses, elles marchent. Mais ce stock important, en réalité, qu'est-ce qu'il marque? Qu'est-ce qu'il masque? Qu'est-ce qu'il cache? Il cache un problème avec le fournisseur. Tant que j'ai le stock au niveau des processus de production, un stock de produits semi-finis, donc ce stock de produits semi-finis, il cache en réalité un coût qui est en rapport avec la production en amont. J'ai par exemple des machines qui sont pas bien, qui tournent pas bien. La manière de les faire fonctionner, c'est pas la manière la plus efficace. Mais tant que j'ai un stock de produits semi-finis, ce problème-là, il est caché. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut diminuer le stock des produits finis pour voir effectivement là où il y a le problème. Donc, c'est ça ce qu'on voit dans le deuxième schéma-là, c'est qu'il faut agir sur les centres de ces coûts cachés-là. Par exemple, vers le client, tant que j'ai un stock important de produits finis, je n'aurai pas de problème de livraison des clients. Même si le processus de production n'est pas capable de fournir d'une manière, je dirais, rapide, d'une manière permanente, la même production, parce que je constitue du stock. Alors, chaque fois que le client demande, chaque fois qu'il y a une commande de client, je le livre des stocks de produits finis. Et le problème, il est réglé. Mais ce stock de produits finis, qu'est-ce qu'il cache? Il résout un problème, certes, il résout un problème vis-à-vis des clients. Mais qu'est-ce qu'il cache? Il cache des problèmes qui peuvent exister au niveau des processus de production. Alors, ce qu'il faut faire, il faut diminuer ce stock, et le stock, c'est un coût. Le stock, c'est un coût, donc il faut diminuer le stock pour voir là où il y a le problème. Si j'arrive maintenant à éliminer tous les coûts, tous les centres de coûts, et même l'idée là pour les algues, pour les grandes plantes là, il faut aller chercher les racines. Donc il ne faut pas éliminer tout simplement la partie apparente, mais quand même il y a des racines qui peuvent se régénérer et recréer le même problème, le même obstacle. Donc il faut agir sur les causes profondes des problèmes. Donc si j'arrive à éliminer maintenant dans le troisième schéma tous les obstacles, tous les centres de coûts cachés, alors mon bateau il va naviguer, mais il va naviguer d'une manière, je dirais, moins coûteuse, et qui dit moins coûteuse, dit plus rentable et plus efficace. Et c'est ça la philosophie du management sur la base du toyotisme.
Ce management-là, qu'est-ce qu'il nécessite? Donc, déjà, il y a le travail d'équipe, c'est la responsabilisation des travailleurs, c'est la polyvalence et c'est l'enrichissement des tâches. Ça veut dire l'enrichissement des tâches. Là, ce sont tous des concepts qu'on a vus au niveau de la première partie. Ça veut dire que l'opérateur qui est en charge, par exemple, d'une machine, cet opérateur, on va lui demander d'appliquer une méthode de travail de telle manière que cette machine ne tombera plus en panne. Très bien. Dans un management traditionnel, cet opérateur-là, il a une tâche à exécuter. Donc, il n'est pas concerné par l'entretien de la machine. Mais pour qu'on puisse agir rapidement sur les causes des problèmes, il faut donner à cet opérateur-là, en plus de sa tâche habituelle spécifique et spécialisée, lui donner une autre tâche de l'entretien de la machine. Si la personne est compétente, tant mieux, sinon on va la changer ou bien lui faire une formation complémentaire pour qu'elle sait comment entretenir sa machine et ainsi de suite. Donc la tâche n'est plus une tâche spécifique, mais on est dans l'enrichissement des tâches. Donc elle est plus riche et l'opérateur a plusieurs choses à faire en même temps, donc il est devenu polyvalent. Et lorsque la personne devient polyvalente, elle est responsable de tout ce qui, de tout le, si vous voulez, l'environnement de travail qui entoure sa tâche initiale. Donc là, c'est le principe des cercles de qualité, c'est le principe du travail en équipe. Donc, on n'est plus seul dans l'entreprise, mais on travaille en équipe. On travaille sur des problématiques, réduction du coût, la maîtrise des pannes, l'amélioration de la qualité, etc., etc. Donc, c'est l'application tout court des principes du management participatif. Là, c'est la première condition pour qu'on soit dans un mode de management selon la méthode de toyotisme. Il faut déjà développer le travail en équipe. Il faut que les gens soient capables de travailler en équipe, ce qui n'est pas toujours évident. Deuxième condition nécessaire pour l'application de ce mode de management, c'est le travail au flux tendu. Le travail au flux tendu, ce qu'on appelle le just-in-time, c'est que l'application de ce principe-là sur tous les niveaux de la chaîne de production. Donc c'est la réduction du stock, tout d'abord. Ce qui est très difficile de réaliser au niveau fournisseur, parce que le stock il est important si on ne maîtrise pas les sources d'approvisionnement. Maintenant, c'est comment faire parce que entre l'approvisionnement et la production, il n'y aura pas de stock. Donc, ce sont des coûts qu'il faut éliminer, c'est bénéfique pour l'entreprise, mais est-ce qu'on est sûr, est-ce qu'il y a des garanties à ce que la production va trouver la quantité voulue, au délai voulu et la qualité voulue, au temps voulu. Donc là, c'est très important. Donc ça dépend de la structure de l'approvisionnement et ça dépend de la capacité de l'entreprise à lier de bonnes relations, des relations sûres avec ses fournisseurs. Donc, si j'arrive à faire ça, déjà, je peux appliquer cette technique de flux tendu au sein de l'entreprise. Flux tendu, cela veut dire aussi qu'au niveau du marché, c'est que les clients, c'est lui qui déclenche la production. Donc je ne produis plus pour le stock, mais je produis pour livrer un client. Donc c'est la commande du client, c'est la demande du marché qui va en réalité déclencher le processus de production. Donc c'est la commande du client qui va déclencher le processus de la production, de son approvisionnement jusqu'à la livraison. Alors, si j'arrive maintenant à appliquer ça, ça veut dire que je vais travailler comme le dernier schéma que le montre, sans stock.
Sans stock, ça veut dire sans coût, ça veut dire avec une rentabilité très importante et des délais moins importants. Maintenant, sur le plan fondamental, le toyotisme se veut d'abord une amélioration des taylorismes et des fordismes qui sont considérés comme étant des modes de management insuffisants, inaptes pour assurer une adaptation rapide des entreprises au marché. Donc, ce sont des modes de production sur lesquels on travaille sur les stocks. Mais entre-temps, les demandes des clients ils peuvent changer, donc ça ne répond pas tout à fait aux contraintes du marché où il y a des besoins qui se renouvellent d'une manière assez importante. Et il faut que l'entreprise s'adapte rapidement et pour qu'elle s'adapte rapidement, le mode de management traditionnel n'est plus capable de réaliser cet objectif-là. Donc il faut entrer dans un autre mode de management tel que le toyotisme. Donc il permet à l'entreprise de s'adapter rapidement à la demande des marchés. Si on tente maintenant de faire un parallèle, une comparaison entre le toyotisme et l'organisation scientifique du travail, donc on voit qu'il y a une certaine différence à plusieurs niveaux. Au niveau, par exemple, du mode de travail, donc le toyotisme, c'est le management participatif. On a vu qu'est-ce que le management participatif. Donc, on travaille en équipe. Il y a la responsabilisation des travailleurs. Il y a la définition d'objectifs. Par contre, l'organisation scientifique du travail, il y a un travail à la chaîne. Donc on travaille à la chaîne, il n'y a pas de participation, il n'y a pas de travail en équipe, il n'y a pas de responsabilisation des travailleurs, mais il y a un travail à exécuter dans une chaîne bien spécifiée. Deuxième caractéristique du toyotisme, c'est un travail, l'entreprise travaille à la commande. Donc c'est la commande des clients qui déclenche le processus de production. C'est la commande des clients qui déclenche le processus de production. Donc j'achète pas la matière première et je stocke, je produis pas des produits semi-finis et je stocke, je produis pas le produit fini et je stocke, mais j'attends à ce qu'il y a une commande du marché prévisible, alors là, j'achète la matière première, elle est directement transformée en produit fini et elle est directement acheminée vers le client. Par contre, dans un mode d'organisation scientifique, que ce soit chez Taylor ou bien du type fordien, là, on travaille pour les stocks, parce que les stocks, ils résolvent les problèmes et ils cachent en réalité beaucoup de problèmes. Troisième différence qui peut exister entre ces deux modes de management, c'est la participation aux décisions de gestion. Dans un mode de management moderne, tel que le toyotisme, là, il y a les initiatives des personnels pour l'identification et la réduction des problèmes. Ce qu'on a vu avec les cercles de qualité dans la direction par objectif. Donc, ce sont des opérateurs qui identifient un problème parce que ce sont eux qui sont en contact avec la réalité, ce sont eux les spécialistes, les experts, ils connaissent leur domaine de travail, ils connaissent ce qu'ils font, et généralement, les gens qui sont directement dans la production et dans le terrain de façon générale, en contact avec les clients, en contact avec les problèmes de production, en contact avec les problèmes de distribution, ont des propositions à faire pour améliorer les choses. Donc là, on permet l'émergence d'initiatives des personnels pour l'identification des problèmes parce qu'ils les connaissent et la résolution de ces problèmes-là. Par contre, dans l'organisation scientifique du travail, il y a une division verticale du travail. Donc, il y a une séparation entre les tâches de conception et les tâches d'exécution. Autrement dit, il y a ceux qui pensent et il y a ceux qui exécutent. Alors là, on est dans un management qui est tout à fait à l'opposé. Là. Un management moderne, le toyotisme par exemple, qui favorise l'initiative,
qui favorise la participation des gens qui connaissent les problèmes et qui ont des propositions à faire et qui peuvent améliorer les choses et qui peuvent travailler par objectif. Et à l'opposé, on a un management qui croit toujours en la séparation entre ceux qui pensent et ceux qui exécutent. Donc, celui qui est à la base, celui qui connaît les problèmes du terrain, là, elle est, je dirais, écartée des propositions de solutions et sa participation n'est pas souhaitable. Elle est là pour exécuter ce que les autres pensent. Et là, c'est un peu, ça existe toujours, mais c'est une grande erreur. En troisième ou bien en quatrième position, il y a l'enrichissement des tâches. Donc, dans le mode de management moderne tel que le toyotisme, il y a l'enrichissement des tâches. Donc, on essaye de développer chez les opérateurs plusieurs tâches en même temps. Donc, il devient polyvalent, ça veut dire qu'il peut faire beaucoup de choses. Par contre, dans le mode d'organisation scientifique, c'est la division horizontale, donc il y a la partialisation des tâches et la décomposition des tâches en des gestes simples qui sont précis et qui sont chronométrés. Ça, on peut l'appliquer partout, non seulement dans des entreprises de production, mais aussi dans des entreprises de services. Donc, nous avons des gens dans les administrations qui font remplir une petite tâche. Une fois ce travail est fait, ou bien une fois ce travail ne se présente pas, la personne ne fait rien. Or, dans un management moderne, il y a lieu de développer ce qu'on appelle l'enrichissement des tâches, la polyvalence, pour que les gens trouvent une certaine motivation à venir travailler et pour que les objectifs de l'organisation soient réalisés d'une manière efficace. Donc là, c'est la polyvalence, à l'opposé de la spécialisation, où la personne ne fait qu'une seule chose. Il y a aussi dans le management moderne ce qu'on appelle le travail en équipe. Donc pour résoudre les problèmes, il faut coordonner, il faut communiquer, il faut discuter, il faut travailler ensemble. Donc il y a un climat où la communication est importante, où le travail en équipe est important, où la réflexion sur des problématiques communes est important, etc. Par contre, dans un mode de management traditionnel, là on est dans l'individualisation des tâches. Donc le travail est pensé d'une manière à ce que les salariés l'effectuent sans avoir à communiquer entre eux. Et là, c'est un mode qui est très fréquent dans nos entreprises, dans nos administrations, dans nos organisations. Et ce mode-là, il est, je dirais, concrétisé par la forme d'organisation des entreprises, des administrations. Donc l'organisation cloisonnée, il n'y a pas de passerelle, si vous voulez, entre les services, entre les directions, pour que les gens puissent communiquer, puissent discuter les problèmes qui s'opposent. Il y a aussi, en dernier lieu, dans le management moderne, ce qu'on appelle l'individualisation des salaires en fonction des compétences et de l'implication. Donc, chaque salarié, ce qu'on a vu dans la direction par objectif, peut définir des objectifs ou peut se voir définir des objectifs par ses supérieurs et il est récompensé en fin de compte sur la base de leur réalisation. Donc c'est ce qu'on appelle l'individualisation des salaires. Ça veut dire, autrement dit, dans une administration, je peux encourager les gens qui participent, qui font beaucoup de choses, qui sont polyvalents, je peux leur donner des primes. Donc là, je suis dans l'individualisation des salaires. Dans ce dernier cas, ce n'est pas les salaires, mais c'est juste un complément de salaire. Par contre, dans un mode de management de travail, le salaire il est en fonction du rendement. Donc, on définit une tâche, on définit une méthodologie pour le travail, donc un mode opératoire pour exécuter cette tâche, et on donne un salaire au rendement. Là, on est tout à fait dans l'opposé du management moderne.
Là, donc, ce que j'ai essayé de présenter là, ce sont 12 outils très importants du management moderne et qui se basent sur les résultats des études qui ont été réalisées par des sociologues, des psychologues, etc., qui montrent un peu aux directeurs des entreprises comment gérer le personnel dans un contexte où il y a des changements, où il y a beaucoup de variables qui s'imposent à l'entreprise. Si je tente maintenant une conclusion en 2 phrases, une conclusion générale, on peut dire que le management, ce qu'on a vu jusqu'à là, le management, c'est une solution. Ce sont des procédures, ce sont des techniques. Dire que c'est un art, c'est pas juste à 100%. Dire que c'est une science, c'est pas juste à 100%. Dire que c'est une manipulation, c'est pas juste à 100%. Donc le management, c'est tout ça à la fois. Mais si on veut maintenant le définir à partir de son objectif, ce que j'ai fait tout au long de ce cours-là, c'est comment amener les gens à travailler en fonction de la réalisation des objectifs de l'entreprise. C'est ça le management. Donc, j'ai un contexte, il y a des objectifs et il y a un personnel. Maintenant, comment faire à ce que ce personnel-là, et lorsque je dis un personnel, on a vu que ce personnel-là, ce n'est pas un ensemble homogène. Donc c'est un ensemble d'individus, ce sont des acteurs qui ont leur spécialité, qui ont leur motivation, qui ont leurs besoins et qui ont leur pouvoir au sein de l'organisation. Donc je dois gérer cet ensemble, ce que j'ai appelé piloter cette action collective pour qu'elle soit en harmonie avec les objectifs de l'entreprise. Donc, c'est ça le management. Comment motiver les gens, comment responsabiliser les gens, comment pousser les gens à travailler en fonction de la réalisation des objectifs. Les outils maintenant du management aident la direction, aident les dirigeants de l'entreprise à réaliser, si vous voulez, cette symbiose entre des objectifs individuels, parce que ces objectifs individuels, il faut les prendre en compte, parce qu'au sein de l'organisation, au sein de l'entreprise, il y a des techniciens qui ont des pouvoirs. Donc, s'ils ne trouvent pas que les objectifs de l'entreprise répondent à leurs propres objectifs, ils peuvent développer ce qu'on appelle des résistances au changement. Donc, ils ont le pouvoir de développer des résistances au changement. Donc, il faut faire en sorte à ce que l'ensemble contribue vers la réalisation des objectifs à court terme, à moyen terme et à long terme de l'entreprise. Donc là, c'est ça l'objectif. L'objectif, c'est la réalisation l'objectif du management, c'est la réalisation du but de la stratégie de l'entreprise, mais tout en essayant de garder une certaine harmonie dans les ressources, une certaine cohérence dans le travail, etc., pour que tout le monde y trouve son compte. Appeler maintenant ce management un art, une science, des techniques, peu importe, mais l'objectif c'est comment amener cette action collective à travailler en fonction des objectifs précis de l'entreprise et qui sont de plus en plus des objectifs quantifiables, sont des objectifs de rentabilité, etc. Deuxième idée, c'est que le management, c'est une pratique, une technique qui s'adapte à un contexte.
On a vu que et le management, il a suivi une certaine évolution selon l'évolution des caractéristiques de l'environnement. Très bien. Mais la question qui se pose, peut-on gérer toutes les entreprises qui subissent les mêmes contraintes de l'environnement avec le même mode de management? Peut-on gérer les mêmes entreprises confrontées aux mêmes contraintes de l'environnement avec le même mode de management? Là, c'est une question fondamentale à laquelle il faut réfléchir. Et ça ne relève pas des domaines des gestionnaires, mais c'est beaucoup plus des sociologues. C'est de la sociologie du travail, parce que la sociologie s'intéresse aux faits sociaux. Donc, c'est elle qui peut répondre à cette question-là. Je signale qu'il y aura un colloque sur la question de la sociologie du travail à la faculté de lettres en début de l'année prochaine. Donc, qui sera dédié effectivement à cette question-là. Qu'est-ce que le management crée comme problème dans les entreprises s'il n'est pas adapté? C'est ça, finalement, la question fondamentale de ce colloque. Cela veut dire quoi? Cela veut dire, j'ai par exemple une entreprise dans l'aérien, par exemple. Une entreprise qui est dans un secteur d'envergure mondiale. Hein? Donc, le transport aérien, c'est un secteur qui n'a pas une dimension nationale, mais qui a une dimension mondiale. Donc forcément, dans ce secteur-là, le management est confronté à des critères de compétitivité à l'échelle mondiale. Cette entreprise-là, donc elle est confrontée aux mêmes variables de l'environnement qui concernent toutes les autres entreprises. Donc, d'après cette approche-là, est-ce que cette entreprise va réussir à implanter un management tel qu'elle se pratique dans les autres entreprises de ce secteur au niveau mondial? Alors, la question, peut-être oui, peut-être non. Ce qu'on fait actuellement, on enseigne le management. On enseigne les outils de management comme étant des pratiques adaptables dans tous les contextes. Ça veut dire que ce sont des recettes. Une fois je les applique, j'aurai le même résultat, j'aurai les mêmes conclusions. Or, c'est faux. C'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce que tout simplement, le management, il ne tient pas compte tout simplement des variables de l'environnement, mais il tient aussi compte des contextes de l'entreprise. Ça veut dire, des contextes de l'entreprise, ça veut dire que ce qui change dans cette équation-là, c'est le contexte. Ça veut dire les valeurs humaines, les gens dans l'entreprise n'ont pas les mêmes aspirations, donc ils n'ont pas les mêmes attentes, ils n'ont pas les mêmes besoins, donc ils n'ont pas les mêmes motivations. Si le management il travaille sur la motivation, donc la motivation elle n'est pas la même. Elle n'est pas la même parce que la motivation c'est une variable qui dépend beaucoup plus des contextes culturels, socioculturels dans lequel on vit. J'ai donné dans la première partie le résultat d'une étude qui a été réalisée au Maroc et qui montre effectivement quelles sont les contraintes qui s'imposent pour l'adaptation du management moderne dans une entreprise marocaine. Et l'importance de ce travail-là, pour nous, c'est qu'il montre tout simplement qu'il faut faire attention lorsqu'on étudie le management,
il faut faire attention d'oublier cette question de contexte. Le contexte, il est très important parce que c'est lui, en fin de compte, qui va déterminer est-ce que la méthode de management, est-ce que le mode de management qu'on veut appliquer va réussir ou non. Et ça, je l'ai donné sous forme de conclusion dans le document que j'ai remis aux étudiants. Et merci beaucoup et bon courage.